Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et aujourd'hui, dans la France à découvrir, on voyage léger, en nomade, comme autant des roulottes, mais avec un moteur, des bonnes suspensions, des sièges ergonomiques, un lit, une douche, des toilettes, le gaz et l'électricité. Ça s'appelle un camping-car, un fourgon ou un van aménagé. C'est la nouvelle tendance vacances ou week-end. Et les immatriculations cette année ont dépassé les 100 000 de plus, ce qui constitue un record et porte le nombre des adeptes en France à plus d'1,2 million. Au sommaire de cette émission donc, les joies et les contraintes du voyage nomade. Stationnement, itinéraire, hébergement, conseils pour bien voyager. Et en écoutant cette émission, vous n'êtes pas à l'abri de dire chérie, fais ton baluchon, il y a le profilé qui nous attend. Tu prends 3 fois rien, on va découvrir une autre France en créant du lien avec ses habitants, car vous verrez, on voyage pas pareil quand on est un touriste nomade. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gicquel. Et nos invités pour cette émission spéciale tourisme nomade en camping-car, en fourgon, aménagé, en van, sont Gérard Coutet, président de la Fédération française de campeurs, caravaniers et camping-caristes. Bonjour Gérard. Bonjour. Grégory Gabillet, qui est rédacteur en chef du magazine bimestriel Esprit Camping-Car. Bonjour. Bonjour. Et nous recevrons Josiane Perrault, adepte des vacances nomades depuis 1977. Et elle a réalisé le Paris-Pékin-Istanbul en camping-car. Et puis Étienne de Galbert, qui a fondé le site Home Camper, qui permet aux camping-caristes de façon assez maligne de stationner sur un bout de terrain, un jardin, des particuliers qui les accueillent. Alors, messieurs, on commence par parler du camping-car. C'est là un peu la tendance du moment. Est-ce qu'il n'y a pas eu un effet Covid? Aujourd'hui, 600 000 camping-caristes en France. Gérard, c'est quoi un camping-car? Alors, un camping-car, c'est un véhicule aménagé pour vivre dedans. Très bien. Alors, effet Covid, bien sûr, parce que dans la période de la crise sanitaire, les camping-caristes se sont sentis dans leur intérieur avec leurs propres conditions sanitaires. On est protégé dans un On camping-car. est protégé. Et puis, ils ont les mêmes contraintes que dans leur maison. C'est ça. C'est la même chose que lorsque les personnes qui se déplacent dans un hôtel sont sujettes aux contraintes de l'établissement qui les reçoit. Que là, ils transfèrent leurs contraintes sanitaires de la maison au camping-car, donc c'est les mêmes. Alors vous êtes président de la Fédération des camping-caristes, entre autres, mais aussi des caravaniers et des campeurs. Oui. Quel est votre rôle en tant que fédération auprès des camping-caristes? Alors, nous avons 2 rôles. Le premier, bien sûr, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'adeptes qui adhèrent à notre fédération. Et pourquoi? Parce que dans ces 2 rôles, nous en avons un qui est de procurer des avantages à nos adhérents. Et on a toute une série d'avantages, de conditions tarifaires, de prestations spécifiques pour nos adhérents, etc. Et le deuxième, notre deuxième mission, c'est de les représenter, puisque nous sommes une fédération... Auprès des instances gouvernementales. Puisque nous sommes une fédération reconnue d'utilité publique depuis 1973, et qu'à ce titre, nous avons le devoir et la mission de représenter les camping-caristes et les campeurs et tous les utilisateurs d'hébergement de plein air auprès des pouvoirs publics et auprès des professionnels. Et il y a du boulot. Ah, il y a du travail, oui. travail. Grégory Gabillet, c'est quoi l'esprit camping-car? Vous qui êtes rédacteur en chef magazine de ce bimestriel fabuleux, que nos amis sur YouTube peuvent voir et que ceux qui sont à la radio peuvent acheter où? Partout? Partout, en kiosque, dans tous les kiosques de France. Alors l'esprit camping-car, l'esprit nomade, c'est quoi? L'esprit camping-car, c'est prendre son camping-car... Être en liberté, partir à l'aventure, chercher sa liberté, trouver un emplacement, être convivial avec les gens qui vont nous accueillir, avec les gens qui stationnent à côté de nous. Parlez bien dans le micro, un peu plus près. Oui, donc c'est créer du lien, je le disais tout à l'heure du sommaire aussi. Créer de la communication, créer des échanges, découvrir la France, découvrir d'autres pays en Europe ou dans le monde, et partager cette passion du voyage, de l'aventure, de l'échange, de la communication. C'est juste vivre humainement, simplement. Et c'est une façon un peu différente de voyager, selon vous, que voyager traditionnellement en prenant sa voiture, son train, son avion et d'aller dans des hôtels? Ah, c'est complètement différent, oui. En quoi? Ça permet quoi? Déjà, on a la liberté de bouger du jour au lendemain, d'aller où on veut, quand on veut, et puis de vivre notre vie tranquillement, à notre rythme. De nomade touristique. Voilà. Alors, Gérard, il y a un problème avec les camping-cars, c'est le stationnement.
Est-ce que la fédération s'en occupe de ça? Oui, bien sûr, parce que c'est le gros problème. Si vous voulez, il faut que les maires comprennent. Lançons un appel aux maires de France. On va lancer un appel aux maires. Lançons un appel aux maires. C'est Chers essentiel. maires. Essentiel. Il y a deux catégories de maires. Parlons des choses qui fâchent tout de suite. Et je donnerai pas de nom, Non. si vous voulez bien. Il y a ceux qui Il y a aiment ceux qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. D'accord. Alors, ceux qui ont compris, ceux-là, Alors, ça ceux va qui ont bien. compris, ils permettent le stationnement. Alors, ce qu'il faut bien que les maires comprennent, c'est qu'un camping-car, et là, je vais peut-être en contrarier certains, c'est pas fait pour dormir. Ah, mince. Ah ben non. Alors C'est fait pour faire du tourisme. D'accord, donc pour bouger. Mais on dort aussi dedans. Oui. Donc, l'objet principal du camping-car, c'est de faire du tourisme. C'est-à-dire, pour faire du tourisme, c'est aller voir des choses, aller chez les gens. Et pour pouvoir le faire, il faut pouvoir stationner. Donc, l'objet principal pour un camping-car, c'est de pouvoir stationner. Mhm. Alors, vous avez des maires qui, croyant bien faire, font des aires camping-car et interdisent le stationnement sur leur commune. Ah oui. Ceux-là, ils n'ont rien compris. Non. Parce que le camping-car, il ne va pas arriver sur sa commune juste pour dormir. Le camping-car, il va passer dans la journée, il va vouloir s'arrêter au restaurant du coin, il va vouloir aller au musée, il va vouloir aller chez le charcutier qui fait des produits locaux tout à fait sympathiques, chez le viticulteur, etc. Donc, pour pouvoir faire fonctionner l'économie locale, il faut qu'il puisse s'arrêter. Dormir le soir, c'est pas suffisant. Donc, je lance un appel à tous les maires, libérez le stationnement dans vos communes. D'accord. Donc, rendez-le facile. Rendez-le facile. Alors, voilà. Mettons-nous à la place des maires. Qu'est-ce qui les embête, en fait? C'est d'avoir ces gros camions, enfin, ces petits camions dans l'environnement, parce que ça prend pas de place de stationnement plus que ça. C'est quoi le problème, en fait? Alors, moi, je vais vous dire, les maires, il y a une notion qu'ils n'ont pas perçue, et je pense que je vais leur faire percevoir. C'est pas un problème de stationnement des camping-cars, c'est un problème de stationnement général qu'ils ont dans leur commune. D'accord, oui. Il y a de plus en plus de voitures. Une commune touristique, vous avez des gens qui ont une résidence secondaire, ils ont 1, 2 voitures, ils ont des amis qui viennent les voir, ils ont des voitures. C'est bien qu'une ville touristique, elle est encombrée de voitures. Et en plus, s'il y a des camping-cars qui viennent, le maire va dire « Ah, c'est de la faute des camping-cars ». D'accord. C'est pas du tout la faute des camping-cars, c'est de la faute de la prolifération des véhicules dans la commune. C'est ça. Et donc, il faut organiser tout ça. Alors, pour ça, nous, à la Fédération, on a créé un service qui s'appelle le Conseil Accueil Camping-Car. Tous les maires peuvent consulter ce service Conseil Accueil Camping-Car qui va leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent pour leur commune. Et ce conseil, il n'est pas uniquement en termes de stationnement. Il est surtout en termes d'attractivité touristique. Hein, notre service conseil accueil camping-car, hein, c'est pas compliqué. Si on a des maires à l'écoute, ils vont sur Google, le site de la fédération. Même pas. Ils écrivent conseil accueil camping-car, ils vont trouver tout de suite dessus et ils vont savoir comment ça fonctionne. D'accord. Hein, et là, on leur donnera des conseils à la fois sur l'accueil touristique des camping-cars, pas uniquement sur leur stationnement. D'accord. Grégory, vous êtes d'accord avec ça? C'est le stationnement de problème, mais à part ça, il n'y a pas d'autre problème? On est content de voyager en camping-car? Ben, on est toujours content de voyager en camping-car, c'est normal. Le stationnement est un problème, parce que certaines communes ont tendance à verbaliser très facilement nos amis camping-caristes. Gérard peut en témoigner, je pense qu'on a beaucoup de plaintes qui doivent vous arriver. Bien sûr. C'est un vrai problème, ça peut être un frein pour certains, parce que on n'a pas envie de stationner à un endroit et au petit matin être verbalisé et regretter d'être parti. Mais hormis ce problème-là, c'est que du bonheur, quoi. Oui. Alors on va parler justement de déjà l'achat. Combien ça coûte un camping-car à l'achat? Est-ce que c'est pas le marché de l'occasion qui est le plus intéressant? Et il y a combien en gros de familles de camping-cars? Les profils, c'est un peu compliqué quand on n'y connaît rien. Quand on arrive sur le marché, c'est simple, il y a les camping-cars et à côté, il y a les vannes et fourgons aménagés. Les camping-cars profilés, c'est le camping-car le plus classique, le plus répandu sur cette famille de cellules. Il y a les intégros. Les intégros, c'est déjà un peu plus gros, avec une face avant qui marque les esprits quand on est devant. Et après, il reste les capucines qui, aujourd'hui, on en voit de moins en moins parce qu'elles sont trop hautes. Ouais. Et prennent beaucoup de place. Et
il y a le segment qui est très à la mode à l'heure actuelle. Ça, on va en parler. Les vannes fourgons aménagés. Donc, ça, on a ces familles-là aujourd'hui pour voyager. D'accord. Gérard, ça se conduit avec un permis B. Il ne faut pas que ça dépasse plus de combien de tonnes? Alors, ça se conduit avec un permis B jusqu'à 3,5 tonnes. D'accord. Voilà. En dimension, il n'y a pas une dimension maximum, non? Non. La limite, c'est le poids. D'accord. Voilà. Alors, il y a des pays où c'est un peu différent, puisque moi, j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup en Chine. Ouais. Et en Chine, ils n'ont pas de limite de poids, mais ils ont une limite de longueur. Ah. Eux, c'est 6 mètres la longueur maximum, et ils peuvent faire des véhicules de 5 ou 6 tonnes en 6 mètres de long. D'accord. Bon, c'est assez monstrueux. Oui. Mais ça existe. Oui, ça existe. C'est pour ça qu'on en voit avec terrasse et des choses comme ça. Ah, oui. Bon, mais chez nous, avec un permis B, on conduit un véhicule de 3,5 tonnes maximum. D'accord. Sauf qu'il y a une petite exception, c'est ce qu'on appelle, qui est une exception française, qui est le permis B79. Le permis B79, il permet à un titulaire d'un permis de conduire B passé avant le 20 janvier 1975 de conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes. Ouais. Et il en reste encore des gens qui ont le permis il y en a de moins en moins. Ouais. C'est la raison pour laquelle notre fédération a saisi la Commission européenne et le gouvernement français pour demander à ce que le permis B permette de conduire un véhicule jusqu'à 4 tonnes 250. Oui. Et il y a une explication. C'est qu'aujourd'hui, avec un permis B, vous pouvez conduire un véhicule de 3,5 tonnes. Et vous pouvez, si le PTRA de l'ensemble, le poids total roulant autorisé est respecté, y accrocher une remorque de 750 kg. C'est-à-dire qu'avec votre permis B, vous pouvez conduire 4 tonnes 250. Avec la remorque. Avec la remorque. Mm-hmm. Donc nous sommes dit, si on peut conduire 4 tonnes 250 sur un ensemble avec remorque, autant conduire 4 tonnes 250 sans remorque. Voilà. Ah, bon travail à la fédération. Et une fois qu'on aura obtenu ça, on demandera la remorque. Très bien, eh bien restez avec nous, chers amis de Sud Radio qui aimez voyager autrement. Dans un instant, vous saurez tout sur les fameux fourgons et vannes aménagées, cette nouvelle tendance qui explose et qui séduit de plus en plus une nouvelle génération de camping-caristes. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. On retourne dans la France à découvrir, consacré aujourd'hui, en ce dimanche, aux voyages nomades et aux façons de voyager un peu plus libres, avec les camping-cars, les fourgons, les vannes aménagées. Messieurs, Gérard Coutet, président de la Fédération française de campeurs, caravaniers, camping-caristes, et Grégory Gabillet, rédacteur en chef du magazine Esprit Camping-Car. Combien ça coûte un camping-car aujourd'hui ? Au plus bas et au plus cher. Alors, au plus bas, on peut trouver des camping-cars neufs aux alentours de 45 000 euros, mais c'est vraiment des entrées de gamme. Mmh. Le prix moyen se situe aujourd'hui aux alentours des 60 000 euros. Gérard, on est d'accord. Tout à fait. Et au plus cher, le truc, on est millionnaire, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. C'est sans limite, là. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais on peut trouver des très beaux camping-cars aux alentours de 300 000, 400 000 euros. Après, ça peut monter encore plus. Ah oui, là, c'est le luxe absolu. Voilà, on tombe dans du très, très beau véhicule. Et le salon de référence en France, c'est quand, c'est où ? C'est le salon du Bourget. Oui. C'est en fin septembre. D'accord. Tous les ans. Et là, c'est le conseil qu'on peut donner aux gens qui veulent se lancer dans l'achat, d'aller au salon du Bourget pour au moins prendre des contacts, voir le marché. Alors, moi, je le conseille vivement, effectivement, d'aller au salon du Bourget, mais il faut aussi savoir que tout au long de l'année, tous les revendeurs, tous les concessionnaires organisent des journées portes ouvertes pour faire découvrir tous les véhicules. Donc c'est un moyen aussi de faire connaissance, de voir des véhicules plus calmement qu'au salon du Bourget. Mm-hmm. Et après, aller au Bourget avec déjà une meilleure idée de ce qu'on pourrait acheter. Au Bourget, c'est le paradis parce qu'il y a toutes les nouveautés qui arrivent. Donc le choix est conséquent, mais des fois, il y a même trop de choix. Bien sûr. Ouais. Donc c'est pas toujours évident. Mais c'est l'événement à pas manquer. Oui. Et comment on peut rassurer nos auditeurs qui doivent se dire la prise en main d'un véhicule long, alors que moi je conduis une voiture toute l'année, est difficile ? C'est pas vrai. Ça se fait facilement la prise en main d'un Gérard ? Alors, c'est effectivement une très bonne question. Ah bah je vous remercie, Gérard. Ah bah oui. Je mettrais un 18 sur 20. Voilà, c'est ça. Et donc, nous avons la réponse. Ah bah très bien. C'est-à-dire que nous organisons pour les adhérents de la FFCC des stages de conduite. Ah oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut acheter un camping-car, il est adhérent de la FFCC, eh bien, s'il n'a jamais conduit un camping-car, il s'inscrit à un stage. C'est mieux. Chez nous, voilà. Alors, ce stage a cette utilité pour les primo-accédants,
Mais il a aussi une autre utilité, c'est pour, généralement, dans un camping-car, c'est un couple, et c'est le mari qui conduit le camping-car. Et il veut difficilement lâcher le volant, ou s'il le lâche, ça se passe mal. Ouais, il a peur. Voilà. Et donc... Il est tendu. Donc, ce stage, on l'organise beaucoup pour des épouses qui veulent conduire le camping-car. D'accord. Et donc, elles se forment comme il faut, avec un moniteur, et une fois qu'elles sont dans le camping-car, il n'y a plus de conflit avec le mari. Donc voilà, c'est la deuxième chose. Et la troisième raison pour faire ce stage, c'est des gens qui veulent conduire avec le B79. Parce que c'est bien gentil, un B79, ça permet... Ça, c'est le permis poids lourd, voilà, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ça permet de conduire un véhicule poids lourd, mais ça se conduit quand même pas comme un moins de 3,5 tonnes. Donc, il est utile que les gens s'inscrivent à un stage de perfectionnement qui dure une journée. Voilà, c'est pas qui permet d'être en parfaite condition pour conduire un camping-car. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un service qu'on apporte à nos adhérents. Et qu'on trouve sur le site de la fédération. Bien sûr, qu'on trouve sur le site de la FFFC. fédération. Alors la première chose à trouver sur le site de la fédération, c'est en haut à droite comment adhérer. Voilà, c'est ça. Alors, il perd pas le nord. Non, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il n'y a pas qu'adhérer à la fédération. On a aussi des clubs. D'accord. On a 30 à 40 clubs qui sont actifs, des clubs de camping-car. Répartis dans toute la France. Répartis dans toute la France, des clubs de marque aussi, en fonction du type de véhicule. Et donc, on peut adhérer à la fédération soit par un club, soit directement à la fédération. Mais par un club, c'est un petit peu mieux parce qu'il y a des prestations, des services qui sont prévus, qui sont organisés par le club. D'accord. Voilà. Grégory, sans donner de préférence, quelles sont les grandes marques pour les camping-cars ? Sans donner de préférence, déjà, il y a 3 grands groupes français. Déjà, bravo. Cocorico, quand même, parce qu'on a 3 grands groupes qui fonctionnent très très bien en France et en Europe. On a le groupe Trigano, le groupe Pilote, le groupe Rapido. Alors, Rapido, Pilote, ils sont où en France ? Rapido, c'est une entreprise familiale qui est basée à Mayenne. À Mayenne, exact. Voilà. Ouais, très bien. Le groupe... Bonjour à nos amis mayennais. Très important, plusieurs marques dans ce groupe-là. On peut le citer parce que c'est très très rare pour le signaler. Le groupe Rapido a racheté il y a quelques années le constructeur Westphalia, qui est une marque allemande mythique pour les amis de l'aventure. Le groupe Pilote, lui, est basé à la Limousinière, à côté de Nantes. D'accord. Et Trigano, qui regroupe des marques leaders comme Chausson, Challenger, par exemple. La grande usine Trigano est située à Tournon-sur-Rhône. D'accord. Voilà. Donc, quand même 3 grands groupes qui fonctionnent très très bien sur le marché français et le marché européen, et qui vient déranger le groupe allemand qui trustait un peu le marché. Le fameux groupe Immer. Voilà, donc ça c'est les 4 grands acteurs du marché. Après il y a d'autres constructeurs qui existent bien entendu, mais ces 4 groupes-là sont très, très bien implanté. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve dans un camping-car en termes de confort qui a changé ces dernières années et qui aujourd'hui forcément, on le trouve forcément. C'est un bon lit, c'est des plaques vitrocéramiques, c'est du frigo, c'est de la douche, c'est des toilettes. Il y a tout le confort moderne, quoi. Il y a tout le confort moderne. On a besoin d'un bon couchage parce que effectivement, on dort quand même dans un camping-car. C'est une obligation. Mais derrière, il y a tout ce qu'il faut. Il y a une petite cuisine, il y a un frigo, il y a des bonnes douches. Moi, je dirais que à mon sens, la grosse amélioration vient dans ce qu'on ne voit pas forcément, en fait. L'isolation. Voilà, une meilleure isolation. Donc, on peut aujourd'hui partir en camping-car quasiment dans toutes les saisons sans crainte d'avoir trop froid l'hiver ou d'avoir trop chaud l'été. Ça s'est drôlement amélioré, l'isolation. Oui, l'isolation thermique du véhicule. Bien sûr, et de toute façon, les utilisateurs le demandaient parce que on a envie de se servir de son véhicule le plus souvent possible. Sans grelotter la nuit, quoi. Voilà. Les suspensions sont devenues très bonnes, paraît-il. Maintenant, il y a des sièges de camion. On est dans un truc, on flotte, quoi. C'est génial. Oui, puis après, il y a toutes les évolutions moteurs aussi, qui sont certaines évolutions qui sont dues à certaines normes imposées par l'Union européenne. Mais aujourd'hui, prendre un camping-car en main classique, c'est très agréable. La prise en main, elle est assez facile. On n'a plus l'impression de devoir appuyer à fond sur l'accélérateur pour rouler. Non, c'est très très agréable. Ce sont des progrès qui sont pas toujours visibles. Mais qui amène un vrai confort d'utilisation et de vie quand on est à l'étape, quand
On vient le soir pour qu'on vient de se faire une grosse journée de visite dans la commune où on est. On est content de retrouver son petit confort, sa maison roulante. C'est ça, c'est sa maison roulante. À combien de maximum on peut être dans un camping-car aujourd'hui ? 6 ? Ça dépend. Maximum, oui, on peut aller jusqu'à 6, mais globalement, généralement, les gens voyagent beaucoup en couple. Après, souvent, il y a les enfants ou les petits-enfants pour les personnes qui sont retraitées. Mais entre 2 et 6, moi je dirais plus 2 à 4. D'accord. Voilà, et depuis quelques années se développe la nouvelle tendance des fourgons et vannes aménagés. Quelle est la différence avec les camping-cars ? Alors, déjà, c'est pas la même clientèle. On est sur une clientèle qui est un peu plus jeune aujourd'hui, un rajeunissement de la clientèle. Grâce à cet essor du van aménagé. Le van aménagé, c'est l'image qu'on a quand on était jeune, qu'on voyait des gens partir à l'aventure, les fameux combis. Ouais, c'est ça. Et ça revient au goût du jour, bien sûr, beaucoup plus moderne que il y a quelques années. Et ça amène vraiment une nouvelle clientèle. Et les véhicules sont plus petits. Alors, un van aménagé, c'est quoi la base ? C'est comme un Ducato ? Non, c'est plus sur les fourgons aménagés qui vont récupérer des bases un peu similaires que les camping-cars, mais qui vont avoir des largeurs qui sont plus étroits. D'accord. Donc 2,5 m au niveau largeur. Et en longueur qui vont rarement dépasser 6,36 m. Si ça dépasse 6,36 m, c'est vraiment une exception. Mais c'est la longueur maximale pour un fourgon aménagé. Pour le van aménagé, on arrive sur encore un gabarit un peu plus petit, moins haut. L'idée, c'est de ne pas dépasser les 2 mètres de haut, même avec le toit relevable qui est posé sur le véhicule. Et ça plaît. Aujourd'hui, ça plaît. Ça a connu une explosion pendant le Covid. Incroyable. Auprès des jeunes, surtout des jeunes couples avec enfants. Alors, ils aménagent leur van, en fait, eux-mêmes. Et après, ils le passent. Il faut qu'ils passent un contrôle, j'imagine. Alors, à ma connaissance, ça se fait de moins en moins de l'aménager soi-même. On passe surtout par des aménageurs ou des compagnies spécialisées. L'aménagement soi-même d'un van ou d'un fourgon aménagé. Il faut être très très bricoleur et il faut être très au fait de toutes les normes qui existent. Gérard peut confirmer. Peut confirmer très facilement, je pense. Oui, je peux confirmer d'abord parce qu'il y a quelque chose qui est assez récent, qui remonte peut-être à 4-5 ans, qui est le contrôle technique des camping-cars. Et un camping-car aménagé de manière artisanale qui n'a pas été réceptionné comme autocaravane, ne peut pas passer le contrôle technique. D'accord. Il est refusé au contrôle technique. Donc c'est voilà. C'est moche. Il faut vraiment. Alors si c'est un particulier qui le fabrique lui-même son camping-car, il faut vraiment comme on dit, qu'il soit très au fait. Il faut mieux faire appel à un aménageur dont c'est le métier, qui connaît les normes. Et alors ça, est-ce que c'est une solution plus économique que d'acheter un camping-car ? Alors, c'est surtout une solution où on se retrouve avec le véhicule qu'on veut, avec l'aménagement qu'on veut, la disposition des meubles comme on a envie. D'accord. Donc, l'aménageur, moi j'appelle ça les artisans aménageurs, et il y en a beaucoup en France qui font un boulot qui est exceptionnel. Oui, parce que c'est dans un espace réduit, il faut tout caser. Par contre, il n'y a peut-être pas de toilettes. Si, il y a des toilettes quand même dans les fourgons aménagés. Dans les fourgons aménagés, généralement, il y a un toilette. Dans les vannes plus petits, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Mais il y a douche aussi ou pas ? Ou c'est juste le couchage ? Dans les fourgons aménagés, oui. La plupart du temps, il y a un espace douche, un espace salle d'eau. Dans les vannes aménagées, tout dépend. Il faut un point d'eau. D'accord. Donc, d'accord. Il faut un petit point d'eau pour la cuisine, pour la petite kitchenette. Mais effectivement, si on veut passer par un aménageur, il y en a beaucoup en France. Ils font un travail formidable. Voilà. Ils proposent des solutions sur mesure, comme ils proposent aussi des solutions établies dont ils savent que c'est adapté à la pratique des usagers. Parfait. Eh bien, restez avec nous, chers amis Sud Radio. Dans un instant, le témoignage de Josiane, adepte de la caravane depuis 1977 et du camping-car depuis les années 2000. Elle nous donnera un point de vue féminin sur le voyage nomade, surtout après avoir réalisé Paris, Pékin, Istanbul en camping-car. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et retour dans la France à découvrir une France qu'on découvre en voyageant autrement avec ce mode de voyage nomade. Quand on s'accompagne de camping-car, de caravanes, aussi de vannes et de fourgons.
des moyens nouveaux pour découvrir la France. Et nous accueillons dans un instant Josiane Perrault, qui est notre témoin caravaniste depuis 77. Elle est passée au camping-car depuis peu. Elle a fait un Paris-Pékin-Istanbul. Elle voyageait avec 3 enfants. Elle a fait l'Europe du Nord, le Cap Nord, l'Italie, le Maroc, le Danemark, la Finlande, la Tchécoslovaquie. Elle a voyagé en caravane double essieu avec sa Renault 25 et son mari. Elle n'aime pas trop les campings. Elle aime bien s'arrêter un peu à droite à gauche. Josiane, bonjour. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de vous entendre, Josiane. Vous allez bien ? C'est gentil. Alors, on en parlait tout à l'heure hors antenne avec Grégory. C'est vrai que quand on est une femme et quand on est un homme, on ne choisit pas un camping-car de la même façon. Non, j'ai toujours suivi les idées de mon mari. On était toujours d'accord. Donc, quand moi je voulais pas, lui il changeait son fusil d'épaule et puis voilà. Ah oui, d'accord, mais vous apportiez vos conseils quand même. Grégory, c'est bien ça. Une femme, elle apporte un œil différent dans l'achat du camping-car. Oui. Bien sûr. Je valide totalement. C'est assez marrant justement de voir quand un couple visite un camping-car les différents points de vue et voir comment la femme, toujours de manière très intelligente, amène ses idées et des fois fait changer d'idée oui, c'est vrai. Son mari. Alors Josiane, vous qui êtes une femme, à quoi vous êtes attentive quand vous habitez dans un camping-car, quand vous choisissez un camping-car? Je rappelle que votre phrase fétiche, c'est « le camping-car, c'est tout un art, ça vient pas du jour au lendemain ». Vous m'avez dit ça hier au téléphone et j'ai noté cette phrase, je la trouve formidable. Alors, qu'est-ce qui fait que je choisis... Non, comment vous m'avez dit? Alors, à quoi vous êtes attentive, vous, dans ce mode de vie camping-car qui est une femme? Qu'est-ce qu'il faut emmener, ne pas emmener? Qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire? Sur quoi il faut être vigilant? La cuisine, les habits, comment ça se passe? J'aime bien mon confort. J'essaye d'avoir un confort comme à la maison, mais naturellement avec moins de travail. Ah, donc quels sont les tâches que vous... Ah, il y a moins de ménage, d'accord, très bien. Moins de ménage, une lessive moins importante. Oui. Et puis on est moins exigeant, il faut être un peu plus cool. D'accord, c'est-à-dire plus cool sur quoi? Plus cool qu'à la maison, on a des impératifs à la maison quelquefois. On a des impératifs d'horaire, on a des impératifs de plein de choses, de surveiller la cuisine pour que ça ne soit pas trop mal. Que là, en camping-car, ma foi, si on se lève à 9h, on se lèvera à 9h. Chez nous, ce n'est pas tout à fait la même chose. Si on mange à 15h de l'après-midi, on mangera à 15h. Donc le camping-car, c'est la liberté, quoi. C'est plus relax. La liberté, c'est beaucoup plus relax. Mais bon, il faut la prendre au bon moment. Oui. Vous avez fait avec la fédération, d'ailleurs organisé par la fédération, le Paris-Pékin-Istanbul. 4 mois de voyage avec votre mari. Ce voyage, comment s'est-il passé? Quels souvenirs en gardez-vous? Super. Tout bien. Qu'est-ce que j'en garde? Rien de particulier parce que tous les 17 pays que nous avons fait, dans chaque pays, il y a quelque chose de particulier. Et par contre, ce qui est général dans tous les pays, c'est la gentillesse des gens. Que ce soit n'importe où. Même en Russie, les gens sont très accueillants. En Biélorussie, ils sont un peu plus méfiants parce qu'on est plus loin, ils nous connaissent moins. Donc, ils viennent facilement avec leurs chevaux pour voir qu'est-ce qu'on fait là, arrêté en train de manger, surtout avec un camping-car. Mais on va en Mongolie, ils sont gentils. On va en Chine, c'est pareil, les gens, ils nous regardent. Bon, c'est vrai que c'est plus malheureux que nous, les Européens. Ils n'ont pas les mêmes, en parlant du peuple proprement dit. Il y en a qui sont privilégiés, bien sûr, mais la majorité, c'est pas le cas. Alors, donc, ils nous prennent pas ils sont heureux de nous accueillir. D'accord. À l'intérieur de ce camping-car, pendant ces 4 mois de voyage, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose ou est-ce que vous avez été... il ne vous a jamais rien manqué? Oh, il m'a jamais rien manqué. Il m'a jamais rien manqué. Par contre, il faut toujours être prévoyant pour savoir si on a assez d'eau. Oui. C'est ça le principal, la réserve d'eau. Ça, la première contrainte, c'est l'eau. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais autrement, il manque rien. On s'acclimate avec tout. Oui. Est-ce que vous avez des choses... Alors, est-ce que vous êtes très attentif, vous, aux incivilités et vous recommandez aux gens qui nous écoutent, notamment aux camping-caristes, de faire attention, de ne pas jeter leurs eaux usées partout, de ne pas jeter leurs déchets partout? Il y a un esprit quand même à respecter dans le camping-carisme. Ah, tout à fait, tout à fait. Et quand on en voit qui ne respectent pas, je peux vous dire qu'on leur souffle dans les bronches. Ah, c'est bien. C'est pas normal. C'est pas normal. Après,
après, on se trouve avec des choses qui nous sont imposées à cause de ces gens-là qui ne respectent rien. Parce qu'il Et faut ça, savoir, c'est pas normal. il faut savoir qu'il y a des eaux à l'intérieur du camping qu'il faut vider régulièrement. Tout à fait. Les toilettes et les douches. Les toilettes, les douches, ça s'en va avec les eaux de vaisselle, dans les eaux grises. Bon, on a une réserve d'une certaine quantité, mais bon, ça peut durer quand même quelques jours. Mais il faut faire attention, pas se trouver plein et puis en centre-ville, ça serait, et puis pas pouvoir vider ses eaux quand on a fini sa vaisselle, c'est plutôt ennuyeux. Hein. Ça, Gérard, c'est quelque chose que vous recommandez aux gens de la fédération, ça, cette citoyenneté qu'il faut respecter. Alors, bien Est-ce sûr, que tout est fait d'abord pour qu'ils puissent enlever leurs eaux facilement bien sûr, si vous voulez, le drame, c'est que nous n'avons pas assez d'adhérents. Parce que tous nos adhérents, on les éduque à bien se tenir. Oui. Mais comme majoritairement, ils ne sont pas adhérents à une fédération, à notre fédération ou à un club de chez nous, donc ils font un petit peu n'importe quoi. Par méconnaissance, bien souvent. Vous avez des gens qui vident les eaux grises dans un regard d'eau pluviale, croyant bien faire. Alors qu'il ne faut pas du tout faire ça. Non. Vous voyez ? Donc, souvent, c'est par méconnaissance. Des fois, c'est par mauvaise conduite. Mais, disons, tous ceux qui sont adhérents à nos clubs ou à notre fédération, régulièrement, on les informe de la bonne tenue à avoir. Hein, D'accord. Voilà. Et pendant ce voyage, Josiane, qu'est-ce que vous mangiez à bord ? Comment vous organisez la cuisine ? Alors donc, pour ce voyage, on était en période estivale. Donc, pas de problème de légumes parce qu'on trouve tout dans tous les pays. On trouve des tomates, on trouve des courgettes, on trouve des melons, on trouve tout. Donc, on mange ça. La viande, elle n'est pas débitée de la même façon que chez nous. Hein. On coupe dans le morceau, c'est tout. Hein. On ne fait pas la différence entre une bavette, un rumsteak ou une chose comme ça. Non. C'est taillé dans le brut. Mais bon, c'est pas immangeable. Hein. Non. C'est pas immangeable. Bon, mais on mange à sa faim. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité... Bon, et puis on emporte quand même quelques... Comment ? Non, excusez-moi, vous avez la possibilité de congeler à bord de la nourriture ? Oui, il y a un congélateur, donc on peut congeler, et puis on emporte quand même quelques conserves ou quelques plats congelés, même des plats préparés de chez nous en cas de secours. D'accord. Il faut toujours prévoir un cas de secours. Mais autrement, le principal, c'est de s'acclimater au pays où l'on est. Et puis nous, on va revenir sur cet aspect justement du voyage nomade. Est-ce que la France est le pays idéal pour les camping-cars, où on conseillerait quand même d'aller plutôt au Portugal, en Espagne, Europe du Nord, où on est à peu près, je pense, c'est plus facile pour un camping-cariste, j'ai l'impression, de voyager dans ces pays-là. Alors on va pas dire la France est désagréable, mais bon, c'est pas l'idéal, j'ai l'impression. Alors la France est un beau pays à faire en camping-car. Oui. D'abord, ça c'est sûr. Si il y a autant de camping-cars en France que dans tout le reste de l'Europe, c'est certainement parce que nos constructeurs, bien sûr, font des produits de qualité, mais aussi parce que les camping-caristes ont envie de circuler, de visiter la France. Et à ce titre, il y a tout un tas de regroupements de fédérations. Entre autres, nous sommes partenaires avec la Fédération des stations vertes, qui propose un tourisme vert et qui est totalement adapté au camping-car. Donc il faut bien préparer son voyage pour ne pas être embêté, si je dois dire. Un peu mieux qu'au Portugal ou en Espagne où c'est un peu plus libre, quoi. Et puis, malgré tout, l'une des spécialités de la France, c'est quand même la gastronomie. Sans blague. Oui, quand même. Hein. Et le camping-cariste est vraiment un adepte des repas gastronomiques. Et là aussi, il y a des restaurants qui l'ont compris, qui accueillent des camping-caristes sur leur parking, même pour y passer la nuit, après avoir pris un repas. Alors, il faut dire que le camping-car, c'est également un outil de sécurité routière. Vous savez qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, il ne faut pas boire d'alcool pour conduire. Non. Bon. Eh bien, si vous avez envie d'aller au restaurant le soir avec des amis ou avec votre épouse, et puis, au lieu de prendre votre voiture, vous prenez votre camping-car, vous allez sur le parking du restaurant, vous mangez, vous buvez à volonté,
sans modération. Bien sûr. Et vous venez dormir dans le camping-car. Ah bah bravo Gérard. Et là, vous êtes en pleine sécurité. C'est le beau conseil de Gérard de la Fédération Absolument. de camping-car caravaning de France. Buvez et dormez. Voilà, buvez et dormez. De toute façon, vous bougez pas, vous êtes sur le même endroit. Voilà. Josiane, on vous a retrouvé. Vous êtes avec nous. Dites-nous en 2 mots votre plus beau souvenir de voyage dans ce Paris-Pékin-Istanbul, 4 mois de voyage que vous avez fait. Parce que là, vous habitez où? Vous habitez du côté du Croisic. On habite le Croisic. Vous habitez le Croisic, qui est très joli aussi, hein, en camping-car, c'est merveilleux. Les bords de mer, de toute façon, en camping-car, c'est le top. Mais votre plus beau souvenir dans ce Paris-Pékin-Istanbul, c'est quoi? Le souvenir visuel? Oui. Le souvenir... Oh, il n'y en a pas, parce que tous les pays, tout ce que l'on a vu, c'était joli. Oui. Mais vous avez... Aussi bien... Mais ce qui m'a choqué quand même, c'est quand on est rentré en Mongolie. Qu'est-ce que ça sentait le cheval? Ah, bah ça, c'est le pays du cheval, la Mongolie. Mais grand pays, énorme, avec des paysages somptueux, fabuleux. Sans clôture, sans rien. C'est l'immensité complète. D'accord. Et ça, vous retourneriez faire ce genre de voyage bientôt? Quelle sera votre prochaine destination? On verra ce que le Covid va nous donner, déjà de une, parce que ça fait 2 ans qu'on est bloqué. Oui. Donc, notre prochaine destination, le mois prochain, au mois de mai, on descend à Venise pendant 8 jours pour visiter Venise en long, en large et en travers. Et l'Italie, c'est facile avec un camping-car? Oui. Et puis après, je pense qu'on descendra par les Pouilles. Et puis on remontera par Rome ou par ce coin-là, où on descendra jusqu'en Grèce si on en a le temps. Très bien. Eh bien, Josiane, je vous souhaite un très bon voyage. Vous embrasserez votre époux qui s'appelle comment, lui? Michel. Eh bien, Michel et Josiane, on vous souhaite un bon voyage en Italie et puis vous nous envoyez une carte postale. Merci beaucoup, Michel et Josiane. À bientôt. Au revoir. Et restez avec nous, chers amis Sud Radio. On vous dit tout sur la nouvelle tendance d'hébergement directement chez l'habitant, en choisissant d'être en bord de mer, au milieu des animaux de la ferme, au bord d'une piscine privée, dans des lieux insolites et originaux. Grâce à une plateforme de réservation, nous aurons son fondateur en ligne dans un instant. Sud Radio, la France à découvrir, Christophe Gickel. Et retour dans cette France à découvrir que l'on découvre aujourd'hui en camping-car, avec cette façon de voyager nomade, où on est en liberté, où on voyage léger, où on peut s'arrêter un peu partout comme on veut, au petit bonheur la chance, je dirais, en musardant, hein, on découvre en fait les gens, et on recrée du lien avec les gens de plus en plus, parce que quand on est en camping-car, on s'arrête, on discute, et c'est pas la même façon de voyager, on est bien d'accord. Alors, juste une question, messieurs, qu'on se posait hors antenne, mais on va vous la poser aussi pour en faire profiter nos auditeurs et auditrices de Sud Radio. Pourquoi on n'a pas encore de camping-car électrique alors qu'on voit des bus en ville énormes avec des batteries électriques, on voit toutes sortes de véhicules et pas les camping-cars? Alors Gérard, de la Fédération française de camping-car, caravaniers et camping-caristes de France. Alors la principale raison, c'est une raison administrative. Ah, encore? Bah oui, c'est la limite de poids avec le permis B pour conduire un véhicule. D'accord. C'est-à-dire que on est à 3,5 tonnes au max. On est à 3,5 tonnes. Si on met une batterie, on dépasse. Si on met une batterie, on dépasse. Et on peut plus aménager. Il existe des fourgons électriques. Renault, Fiat font un fourgon. Mais on peut plus mettre un aménagement intérieur parce qu'on dépasse les 3,5 tonnes. Alors qu'est-ce qu'on attend pour demander aux législateurs de changer un peu tout ça? C'est ce qu'on a fait, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, et puis c'est pas franco-français, hein, c'est un petit peu européen. Ah oui. Donc et puis alors le gros problème, c'est qu'en France, on est toujours en élection. On finit une élection. C'est pas faux. Et on recommence à une autre. Ouais. Et donc, nous, à la Fédération, quand on a des dossiers comme ça importants, on commence à les... D'ailleurs, j'ai interpellé les candidats à la présidence de la République sur un tas de sujets comme ça. Bon, j'ai pas encore la réponse. Mais, il n'y en a aucun qui a répondu. Pour l'instant, parce qu'il n'y a pas longtemps. Ça va venir. Ça va venir. Jusqu'à maintenant, ils m'ont toujours répondu, les autres, aux autres élections. Donc là, j'attends les réponses, et nous les publierons, bien sûr, sur notre site, hein, les réponses des candidats à l'élection présidentielle. Mais dès que l'élection est passée, on commence à travailler, et là, on tombe dans l'étape suivante de la prochaine élection, et plus personne ne veut prendre de décision, et ça dure comme ça depuis un moment.
Bon, je pense qu'il faudrait revoir la période électorale. 5 ans, c'est trop court. Il faut au moins 7 ans pour qu'on ait temps de prendre des dispositions qui satisfont tout le monde. Ça ne concerne pas que le camping-car, hein, d'ailleurs. Non, bien sûr. C'est général en c'est France. général, hein. Grégory, alors l'électrique, c'est possible techniquement en tout cas. C'est juste un problème de poids. D'accord. Voilà. De poids et plus de charge utile, donc impossible de voyager. Mais ce serait drôlement bien, non? Ce serait super, comme des solutions dans le futur avec de l'hydrogène. Il y a déjà des utilitaires qui roulent en hydrogène, qui roulent en électrique. On y viendra, mais le poids est un vrai frein. D'accord. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution. Alors tout à l'heure, en début d'émission, on parlait de l'écueil principal quand on est camping-cariste, c'est le stationnement. Il y a des solutions qui existent avec Home Camper notamment. Étienne de Galbert que nous entendons maintenant. Bonjour Étienne. Bonjour à vous. Alors Étienne, vous avez lancé votre site et une plateforme de réservation pour camper ou poser sa caravane, sa tente, chez des particuliers. Avantage en toute sécurité, on fait connaissance. Il y a 58 000 emplacements en Europe que vous avez répertoriés et mis en place et 35 000 emplacements en France. Alors première question, comment fonctionne votre plateforme, Étienne ? Donc le fonctionnement du site Home Camper, c'est de mettre en relation les propriétaires de parcs et de jardins avec des camping-caristes, des voyageurs en minivan, en fourgon, et éventuellement des campeurs, randonneurs à pied, à cheval, à vélo. Le vélo étant très à la mode actuellement. D'accord. Alors ça c'est génial. Donc ça veut dire que n'importe qui a un terrain, un petit jardin, se manifeste sur votre site. D'ailleurs vous cherchez des hébergeurs hôtes, hein ? Oui, effectivement. Donc, on a une forte demande, notamment sur tout ce qui est le littoral, l'Ardèche et puis la Corse, bien sûr, entre autres, et également à proximité des grandes villes pour pouvoir partir quelques jours au vert en pleine nature. Et donc, si des autres veulent s'inscrire sur le site Home Camper et qu'ils n'hésitent pas, ils seront pris en charge par notre équipe. Alors, je suis camping-cariste, je viens sur votre site, je trouve un particulier, je peux y rester combien de temps, quelles sont les contraintes et en revanche, qu'est-ce que lui, le particulier, doit m'offrir ? Alors là, je vais parler essentiellement de l'Hexagone, même si on est présent dans toute l'Europe, bien entendu. Donc le Code de l'urbanisme en France impose un maximum de 6 emplacements chez le particulier, donc dans un domaine privé, et de 20 personnes. Donc vous avez la sécurité de ne pas être en grand nombre accueillis chez des hôtes, et la durée maximum étant de 90 jours par an pour du camping chez l'habitant. Donc on doit respecter cette législation. Nous sommes plutôt dans un accueil assez intime, donc c'est en général 2-3 familles qui sont accueillies au même moment, et l'idée c'est vraiment d'avoir beaucoup de place et de profiter, comme vous le disiez à juste titre, de rencontrer et de partager avec les autres hébergeurs. Voilà, exactement. Et est-ce qu'ils doivent mettre en service un point d'eau, de l'électricité, servir des repas ou pas du tout ? Alors nous, on les encourage à effectivement ajouter des services pour agrémenter et rendre le séjour plus agréable. Maintenant, les camping-cars sont autonomes 3 à 5 jours, donc il n'y a pas d'obligation en soi de proposer des services. C'est au bon vouloir des hôtes, des hébergeurs, de mettre à disposition les services dont ils disposent et qui vont pouvoir rendre service, dépanner, ou bien au contraire qui seront la raison pour laquelle on s'arrête. C'est parce qu'on entendait parler de véhicules électriques. Si vous avez besoin de recharger vos vélos électriques, vous serez peut-être bien content de trouver une prise d'avoir. Exactement. Donc c'est vrai que la grande majorité des autres proposent l'eau et l'électricité, souvent un accès au sanitaire, mais de plus en plus les services donc de recharge, mais aussi la Wi-Fi ou un barbecue, des choses comme ça sont très prisées. Alors vous connaissiez, messieurs, ce type de réseau dans toute la France, c'est pas mal, c'est intelligent, ça facilite la vie du camping-cariste. Complètement. Il y a Home Camper et il y a d'autres formules. France Passion, qui a été un des premiers à se lancer, voire le premier à se lancer, qui avait adapté cette idée-là chez des agriculteurs, chez des accueillants, d'accueillir le camping-car gratuitement, juste en échange d'acheter une confiture ou d'acheter un produit local. Il y a d'autres formules également. Qui n'est pas une obligation d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'obligation. Par courtoisie, je dirais. Ce sont des formules qui existent. France Passion, camping-car d'hôtes, Home Camper. Il y a des formules qui se sont développées dans tous les pays européens sur un modèle également de France Passion, par exemple, pour justement apporter vraiment des solutions individuelles en fait de stationnement qui changent la vie en fait. Et on se retrouve dans des endroits magiques parfois, Étienne. Dans des endroits magiques, Home Camper, propose des endroits qui sont magiques. C'est vrai. Alors donnez-nous des exemples, faites-nous rêver, Étienne. C'est votre quart d'heure pour nous faire rêver là maintenant. C'est parti. Alors, quels endroits insolites, magiques, en bord de mer, des piscines privées, des endroits insolites?
Alors au-delà de la vue, bien évidemment, souvent c'est des bords de mer, des piscines, etc., dans les montagnes et autres. Mais je dirais que nous, ce qu'on met en avant, c'est vraiment l'accueil, les propriétaires. Donc on peut avoir des endroits qui, a priori, n'ont pas d'intérêt, je sais pas, perdu au milieu du Massif central ou en Lozère et autres. Mais en fait, l'accueil est tellement chaleureux que les gens ont apprécié. Et après, la beauté de ce type de service, c'est grâce aux commentaires, on va pouvoir modérer et mettre en avant justement des endroits qui le méritent, soit parce que leurs hôtes sont formidables, soit parce que la vue est incroyable. Donc on ne fait que améliorer finalement l'offre et la qualité d'accueil grâce à l'utilisation de nos voyageurs. Alors moi je suis propriétaire d'un terrain, je sais pas, en Anjou par exemple, et je veux accueillir un camping-cariste. Est-ce que je dois prendre une assurance d'abord déjà pour le couvrir s'il y a un problème? C'est un très bon point. Donc nous, dès le début, on a souscrit, donc on a fait un partenariat avec AXA, pour ne pas les citer, pour rassurer tous les propriétaires, donc pour rassurer tous les autres qui ne seraient pas forcément couverts correctement dans leur responsabilité civile ou multirisque habitation. D'accord. Donc on propose ce service qui est inclus dans chacune des réservations et qui couvre tous les problèmes, tous les dommages. Voilà, pour venir dans le cas où un propriétaire aurait créé un dommage, ils sont couverts dans ces cas-là. Après, la FFCC, qui est aussi notre partenaire, propose eux des assurances également pour tous les propriétaires de camping-cars. Donc là, on est dans le code des assurances lorsqu'il y a un véhicule motorisé. Donc c'est dans ces cas-là, c'est les assurances des véhicules qui rentrent en compte. Et voilà, mais en tout cas, c'est très important de rassurer tout le monde. Et surtout, le plus important, c'est que nous, on a 98% de clients satisfaits, ce qui veut dire qu'il n'y a en fait aucun sinistre. Alors voilà, donc c'est vraiment... Tout va bien. Touchons du bois, tout va bien, mais surtout, voilà, l'idée, c'est d'accueillir dans son jardin. Et donc, là, il y a beaucoup moins de promiscuité et d'intrusion, on va dire, chez les propriétaires. Donc, c'est vraiment surtout passer un bon moment et en profiter. Voilà. On est en sécurité, on est dans un endroit plutôt convivial et on fait connaissance avec des nouvelles personnes. Parce que c'est ça, l'esprit camping-car, c'est le nomadisme et d'aller au-devant des autres et d'échanger. On est d'accord votre prénom, Étienne. J'ai cherché votre prénom. C'est Étienne, on est d'accord. Très bien, Étienne. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur aujourd'hui pour développer votre plateforme? Des hôtes hébergeurs, quoi d'autre? Alors d'abord, je pense que nous, la pandémie, donc la Covid, nous a fortement bénéficié à tous autour de la table, puisque on voit qu'il y a un vrai engouement vers ce type de vacances. Et nous, on voit bien, donc ce sera cette année l'année du camping chez l'habitant. Donc de 2022, ça va être effectivement un essor pour ce type de voyage. Et donc d'avoir plus d'hôtes, notamment sur le littoral ou à proximité des grandes villes, ce serait déjà une belle performance. Et ensuite, continuer à se faire connaître et à parler de nous. Et notamment, on sait que les camping-caristes sont des très bons prescripteurs. Donc voilà, continuer à parler de ce type d'hébergement. Et puis Gérard en parlait il y a quelques instants, c'est aussi avoir le soutien des administrations, des pouvoirs publics, puisque on se situe dans une concurrence européenne. Donc l'Hexagone attire énormément et il faut aussi qu'on puisse se développer au-delà de l'Hexagone, mais aussi favoriser ce type de vacances. Et donc, il y aurait sans doute des choses, des allègements à prévoir dans la législation actuelle. Parfait. On vous soutient, Camper. Eh bien, soutenez-nous aussi. On va faire un échange de bons procédés. Vous nous taguez, on vous tague sur les réseaux sociaux et on vous souhaite une longue vie. Merci beaucoup d'être intervenu, Étienne, à cette émission. On va conclure, messieurs, le camping-car. Oui, alors allez-y, Gérard. Mot de conclusion, il vous reste 50 secondes. Attention. Oui, l'objet de notre émission était beaucoup de parler de stationnement du camping-car. C'est vrai. Donc, on a parlé, bien sûr, des aires camping-car dans les communes, on a parlé de home camper, on a parlé de France Passion, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les terrains de camping. Les terrains de camping qui accueillent, bien sûr les camping-cars pendant leur période d'ouverture. L'inconvénient du terrain de camping, c'est qu'il a une période d'ouverture, mais il propose aussi un accueil sympathique des camping-caristes, des campeurs, sous tente ou en caravane. Et d'ailleurs, j'en profite encore, puisque j'ai la parole, pour dire qu'il y a 1500 terrains de camping en France qui sont partenaires de la FFCC, qui donnent des avantages aux adhérents de la FFCC. Voilà. Donc il faut... allez voir sur le site.
Oui, allons voir sur le site. Mais il faut surtout parler de tous les types d'hébergements possibles pour les camping-caristes et les campeurs, de manière à avoir la plus grande satisfaction possible de son voyage. C'était une belle conclusion, Gérard, et vous avez mangé le temps de parole de Grégory. Vous avez vraiment 2 secondes, Grégory, pour nous dire au revoir et nous souhaiter de faire des voyages et des rencontres en camping-car. Moi, je vous souhaite de faire les plus beaux voyages possibles et de découvrir des paysages magnifiques en France, en camping-car ou en fourgon aménagé, en van, que vous soyez propriétaire ou que vous louiez un van pour découvrir notre cher pays. Merci Grégory, merci également, j'ai oublié votre prénom, c'est à chaque fois pareil, Gérard Coutet, de la Fédération Française de Camping Caravanier et Camping Caris. Cette émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche, salut.